Le RMS Titanic est un paquebot transatlantique battant pavillon britannique. Il est l'un des plus grands et des plus somptueux au monde. Construit dans les chantiers navals de la Harland & Wolff à Belfast en Irlande du Nord dès 1909, il effectue son voyage inaugural à partir du 10 avril 1912 en partant de Southampton. Destination New York. 2224 passagers à bord. Dans la nuit du 14 au 15 avril, donc à peine 4 jours après son départ, le Titanic percute un iceberg et sombre dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. Entre 1490 et 1520 personnes trouvent la mort. Il s'agit pour son époque de la plus grande catastrophe maritime survenue en temps de paix. Vous connaissez cette histoire au moins pour l'une des multiples adaptations cinéma la plus célèbre, signée par James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. D'ailleurs, entre nous, avec un bon équilibre, l'un sur l'autre, à deux sur cette foutue planche, ça tenait à la fin du film. Je dis ça, mais au moins on aurait pu s'épargner la mort de Jack. On aurait pu s'épargner la mort de Jack. Ah oui, pardon, spoiler. Bon, j'ai bien conscience que là, je ne vous apprends pas grand-chose sur le fait. Cela tient lieu en grande partie du retentissement exceptionnel du drame, à l'époque, et de sa récupération successive par toutes les générations suivantes au cours du XXe siècle. Des dizaines de bouquins, une bonne poignée de films, et pas des moindres, sans parler du mythe lui-même, entretenu par les médias. Aujourd'hui encore, on en parlera plus largement ici. Chaque époque, chaque personne, chaque religion, idéologie ou que sais-je encore a trouvé à travers le Titanic un symbole évocateur, illustratif et universel. Le progrès humain face aux forces intangibles de la nature, l'arrogance de l'homme qui se prend pour Dieu, la répartition entre classes sociales, etc. Le Titanic fascine. Il est un pur objet de fantasme. Avant la découverte de l'épave en 1985... Officiel, Oui, parce que... on y reviendra. Celle-ci exerçait un certain émerveillement, pas si éloigné des mythes modernes que sont le monstre du Loch Ness ou Bigfoot, soit une espèce d'objet légendaire agnostique, incompatible à tout type de prosélytisme religieux, directement connecté aux sociétés modernes post-industrielles et post-darwiniennes. Si le Titanic, son souvenir, son mythe a perduré, c'est que son histoire et son mystère ont contribué à façonner la mythologie de l'ère contemporaine, c'est-à-dire un récit initiatique qu'utiliseront les hommes de demain pour se saisir des préoccupations des êtres de notre temps. Et de là, d'un fait, nous construisons une histoire dont l'enracinement factuel est pris dans une espèce de brouillard entre le naturel et le surnaturel. Qui n'a jamais imaginé que le roi Arthur, Achille ou Macbeth ont réellement existé ? Effectivement, je sais, la différence, c'est qu'au départ, il y a un fait historique. Ok. Mais sa viabilité n'est permise que tant qu'une matérialité vient imposer le réel aux hypothèses. Tant que l'épave n'existait pas, le Titanic comme objet était une source impalpable de mystère, de fascination. Je passe sur toutes ces histoires de trésors cachés, de momies perdues. D'ici 2030-2035, le Titanic sera de toute façon définitivement bouffé par les sédiments. Il aura totalement disparu. Et après le bref retour au réel depuis 1985, le mythe se perpétuera très vraisemblablement. Comment peut-on juger la valeur d'un mythe moderne comme celui du Titanic ? Le relais médiatique, les adaptations et les croyances. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, les prémonitions. Et oui, car d'une prémonition, on parvient vite au seuil de la croyance. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre prémonition et divination. Qui parle ? Quand Dieu parle à Pharaon dans l'Ancien Testament pour évoquer les 7 vaches grasses puis les 7 vaches maigres sortant du Nil, il crée un rêve prémonitoire, car Dieu est le seul à connaître l'avenir. La divination, c'est l'exercice de lecture de l'avenir de ceux qui ne sont pas connectés à Dieu. Robertson était chrétien, donc prémonition, ça va, ça passe. Le naufrage du Titan est un roman de gare qui a la particularité non pas de prédire le naufrage du Titanic 14 ans avant les faits, mais de raconter une histoire dont la toile de fond possède d'étranges similitudes avec des événements qui se dérouleront réellement. Nous y suivons John Rowland, un ex-officier de la marine américaine, alcoolique et matelot sur le Titan. Une nuit d'avril, celui-ci heurte un iceberg à tribord et sombre.
Roland sauve une jeune fille, se réfugie avec sur l'iceberg, il découvre un canot échoué, se barre avec la fille, est arrêté à tort pour le kidnapping de celle-ci et est finalement gracié par la justice parce qu'en fait, tous se rendent compte qu'il voulait en fait la sauver. Voilà. Ce livre est la source de nombreux fantasmes car il renferme un mystère soi-disant surnaturel et inexpliqué. Comment est-il possible que Robertson décrive des faits aussi similaires à ceux qui se déroulent 14 années plus tard? Le livre, pas très épais, roman de gare comme je le disais, n'a rien de mémorable en l'état. C'est un petit livre de petit écrivain, la composition est relativement peu harmonieuse, peu ou pas de figures de style, une intrigue éculée, et la place donnée au Titan est secondaire, le paquebot est décrit dans un prologue, il sombre en à peine quelques lignes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut rappeler que le naufrage du Titan, le bouquin, n'est pas une recette magique de Nostradamus. Pas du tout. Le Titan, c'est le cadre de départ, mais le cœur du sujet, c'est le parcours de Roland. Parce qu'évidemment, ce parcours, au vu de la prémonition entre guillemets, on s'en fiche, ce qui intrigue, c'est le contexte. Alors parlons-en du contexte. Robertson parle du Titan comme du plus grand navire en exploitation, entre guillemets, pratiquement insubmersible. On va y revenir sur ce terme. Le Titan bat pavillon britannique, comme le Titanic. Il entame ici sa 4e traversée, contrairement au Titanic en traversée inaugurale. Le Titan quitte New York, direction la Grande-Bretagne. Le Titanic, c'est l'inverse. Le voyage décrit est en avril, aucune référence sur l'année. Le Titanic, c'est en avril 1912. Le Titan fait 243 mètres de long. Le Titanic en fait 269. Il déplace 70 000 tonnes. 66 000 pour le Titanic. Il possède 3 hélices. Le Titanic également. Il peut voguer à 24-25 nœuds vitesse max. Le Titanic aussi. Sa puissance est de 75 000 chevaux. Le Titanic 46 000. Le Titan possède sa centrale téléphonique et 2 orchestres, le Titanic aussi. Capacité 3000 personnes pour le Titan, 3500 pour le Titanic. 24 canaux de sauvetage pour le Titan contre 20 pour le Titanic. Capacité des canaux 500 pour le Titan contre 1178 pour le Titanic. 19 cloisons étanches contre 15 pour le Titanic. Le Titan heurte l'iceberg sur son flanc tribord, le Titanic aussi. Et dernier détail, le navire qui vient en aide aux naufragés fait route vers Gibraltar, comme le Carpathia venu en aide aux victimes du Titanic. Cette somme de détails paraît comme plutôt étonnante. Étonnante, oui, mais si ça l'est quand même beaucoup moins que Poutine disant ça il y a 17 ans. Leur choix. C'est leur droit souverain en matière de défense, mais certains problèmes pourraient surgir dans le cadre de notre coopération militaire avec l'Ukraine, qui est énorme. Cette coopération est à un tel niveau que s'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. Aussi, question, existe-t-il des prédictions pragmatiques? En sciences mathématiques, il existe la fameuse théorie des probabilités. Lorsqu'un phénomène se produit, il existe plusieurs façons d'aborder la notion de probabilité liée à celui-ci. Celle qui nous intéresse est la conception subjective. Soit la probabilité qu'un événement se produise tel quel dans un cas où il est impossible de déterminer les différentes probabilités des résultats d'une expérience aléatoire. Ici, l'expérience aléatoire, c'est le bouquin de Robertson. La question, c'est quelle est la probabilité que les résultats décrits dans l'expérience aléatoire soient conformes à l'événement produit? Quelle est la probabilité que ce que raconte Robertson soit reproductible dans le réel? Les estimations de probabilité varient selon 2 facteurs, les personnes et les situations. Nous concernant ici l'auteur et le contexte. On va prendre un exemple qui va vous parler. Quelle est ta probabilité de réussir ton examen? Pour savoir si tu vas réussir ton examen, il faut, dans une configuration donnée qui n'est pas reproductible, l'estimer en fonction de toi. Si t'es une tête ou si t'es un gros débile de base, et de ta situation face à l'examen. Déterminé en fonction de si tu es stressé ce jour-là, si tu as bouffé un truc qui n'est pas passé, l'impact du sujet, etc. La probabilité que tu aies 20 sur 20 dépend de toi et de la situation. Et si je te connais suffisamment bien, toi et ta capacité d'adaptation, notamment, j'ai plus de chances d'établir une probabilité qui se rapprochera du résultat final.
On rappelle que Futility est publié en 1898 et que le Titanic voit son chantier ne débuter qu'en 1909. En 1898, le modèle du plus grand paquebot du monde, c'est celui-ci, le Great Eastern. Il n'existe plus depuis 10 ans car il est trop vieux, il a été de toute façon démantelé. Prenons plutôt le Celtic, le premier des Big Four de la White Star Line construit entre 1899 et 1901. À cette époque, c'est LE navire transatlantique nouvelle génération qui ouvre l'ère non pas de la vitesse, mais du confort et du luxe. Du Celtic, la White Star Line met en service le Cédric, le Baltique et l'Adriatique de 1903 à 1907 qui tous connaissent un joli succès et permettent à l'entreprise de Thomas Ismay de dominer l'Atlantique. Lorsque Robertson imagine le Titan, il sort pas un navire comme ça random de son chapeau. Outre l'état de ses connaissances maritimes personnelles, que nous dresserons un petit peu plus loin d'ailleurs, il y a d'abord un contexte duquel découle ici un modèle. Et ce modèle est une version dopée du Celtic, voire même de l'Océanique, en chantier au moment de la publication de Futility. La version bêta, disons, du précédent. Si on s'amuse au jeu des 7 différences, nous constatons sans peine que l'Océanique, par exemple, est plus petit en volume, proportion, puissance, capacité passager, etc. La question que je pose, c'est est-ce qu'il est invraisemblable d'imaginer, en partant d'un modèle comme le Celtic ou comme l'Océanique, des navires que Robertson voyait, ou tout du moins dont il connaissait les caractéristiques techniques, que l'auteur se soit projeté dans un récit étudiant une possibilité au développement et à l'évolution de ce type d'appareil sur un moyen terme. Admettons, je suis médecin et nous sommes en 2006. J'ai été témoin de l'épidémie SARS-CoV de 2002 à 2004, j'ai observé l'émergence de la maladie, j'ai vu qu'elle était très contagieuse mais pas trop de létalité. Là-dessus, en 2006, donc, je sors un bouquin qui s'appelle SARS-CoV-2. La suite comme je l'imagine, mais dans des proportions beaucoup plus importantes. Dans mon histoire, ça vrille en pandémie et je relate les protocoles, les confinements, la gestion à travers le monde, les différents pays, les couvre-feux, etc. Est-ce que cette optique vous paraît à vous surnaturelle ? Conception subjective. Maintenant pour Robertson et son bouquin. Comment évolue et se développe la conception des navires transatlantiques à la toute fin du 19e siècle pour anticiper pragmatiquement comment cette évolution peut encore avancer dans les années suivantes. L'exemple de l'Océanique et du Celtic évoqué plus tôt, dont l'architecture est une base pour supposer qu'une évolution vers les proportions du Titan est possible et admissible. Maintenant, ce qui compte aussi, c'est l'auteur. La viabilité de son discours dépend de l'état de ses connaissances. Et vous allez voir qu'en plus du contexte, la probabilité que sa parole puisse coller avec un événement ultérieur ne sort pas d'une boule de cristal. Morgan Robertson est né en septembre 1861 d'un père capitaine voguant sur les Grands Lacs. Il est garçon de cabine au cours de sa jeunesse et finit par intégrer la marine marchande dès l'âge de 15 ans. De 1876 à 1899, pendant quasiment 25 ans, il officie jusqu'à devenir First Mate, premier officier, donc second, dans la hiérarchie d'un navire marchand après le capitaine. Lorsqu'il n'est pas en mer, il écrit beaucoup et il vend ses textes à des journaux jusqu'à finir par être publié à la toute fin du 19e. De là, il décide d'y croire, de se lancer et de vivre de ses publications tout en gravitant dans le petit milieu très fermé des écrivains new-yorkais de l'époque. Malheureusement, ça prend, disons, modérément, même après avoir vu les liens entre son livre Futility et le drame du Titanic en 1912. Robertson meurt dans une relative indifférence le 24 mars 1915 après avoir vraisemblablement consommé une forte dose de drogue. Il ne jouira jamais des bénéfices tardifs de son ouvrage soi-disant prémonitoire. Soi-disant car Robertson est réputé pour être un auteur qui tisse à peu près systématiquement une toile de fond maritime, celle-ci étant possible et consolidée par les 25 années plus sa jeunesse et l'influence de son paternel sur les flots. Pourquoi soi-disant donc ? Parce que nos fameuses probabilités viennent de prendre soudainement un peu de relief. On a un auteur qui connaît le milieu, l'industrie maritime, comme sa poche, pour y avoir vécu à plein temps une bonne moitié de sa vie qui, du haut de son expertise permise par son historique, son expérience, écrit une œuvre avec une toile de fond anticipatrice
en imaginant un modèle crédible sur la base de ce qui existe au moment où il écrit. Toutes les caractéristiques techniques du Titan sont prédictives, non au sens d'une prémonition, mais d'une méthode hypothético-déductive, l'un des fondements de la philosophie des sciences empiriques. Je dirais que si on reprend le listing comparatif de tout à l'heure entre le Titan et le Titanic, 90% des points sont explicables. Mais ils le sont si on a connaissance des possibilités. Par exemple, saviez-vous que le choix de faire couler le Titan par un iceberg en avril tient lieu du fait que c'est au printemps précisément et particulièrement entre début avril et début mai qu'a lieu ce qu'on appelle la saison des icebergs dérivant sur la route maritime de l'Atlantique Nord. Ouais, enfin bon, ça reste quand même assez unique de couler en frappant un iceberg. Eh ben pas forcément. Le 11 février 1893, le Naronic vogue de Liverpool à New York. 74 personnes à bord. Le bateau disparaît sans laisser de traces et à l'époque, la communication en mer n'est pas optimale. On ne sait pas ce qui s'est passé. Avant qu'une commission d'enquête ne conclue sur peut-être bien une tempête ou peut-être bien une explosion due à une cargaison sensible, de toute façon on ne sait pas, première hypothèse retenue, les icebergs. Pourquoi ? Parce que le milieu maritime d'alors se chie dessus à l'idée de traverser l'Atlantique Nord pendant la saison des icebergs. Parce qu'on sait que c'est le risque numéro 1 des catastrophes maritimes. Pourquoi il y en a si peu entre 1830 et 1900 ? Alors, en ayant comptabilisé 16 en 70 ans, ça fait 1 tous les 4 ans. Toujours dans la même zone. Moi je trouve que c'est déjà pas mal. Mais surtout quand débute la saison, on apprend d'une qu'il y a plus de vigilance car plus de risques, et de 2, que les bateaux attendent sur place quand ils n'ont pas le choix que les icebergs dérivent, ou ils les contournent quand ils le peuvent. Le 13 avril 1897, le Vaillant, un brigantin français qui fait route de Saint-Malo à Saint-Pierre-et-Miquelon, percute un iceberg et sombre en emportant 78 personnes. Le Pacifique, 186 morts entre janvier et février 1856. Le Maria, 109 morts, début mai 1849. Le point commun entre ces drames en particulier, c'est le nombre très limité de survivants, les conditions terrifiantes de survie, le fait que les navires n'aient aucune chance d'être retrouvés, je rappelle qu'il aura fallu 70 ans pour le Titanic, et la profondeur béante de l'océan, et l'imaginaire collectif du lieu, etc., etc. Aussi que Robertson imagine un naufrage comme celui du Titan par ce fait et à cette date n'est pas non plus quelque chose qui sort comme ça totalement du chapeau. Le contexte répond à une préoccupation légitime et justifiée. Mais c'est tout. Effectivement, le naufrage du Titan est selon moi composé de 2/3 de probabilités et autres hypothèses déductives, de la moitié du tiers restant de coïncidence et d'une autre moitié, inconnue. Si on s'arrête sur les coïncidences, on peut parler du nom, le Titan, pour l'opposer au Titanic. Dès les années 1870, lorsque Thomas Ismay rachète la White Star Line pour en faire l'un des fleurons des compagnies transatlantiques, il opte pour un choix nominatif signature. L'océanique, l'atlantique, l'asiatique, le celtique, le gaélique, le ionique, le belgique, le teutonique, le majestique, bla jusqu'au Titanic, qui ne sera d'ailleurs pas le dernier du genre, puisque le concept suit jusqu'au géorgique, dernier paquebot de la White Star Line en 1932. Ce qui est important de savoir ici, c'est dans quelle mesure le terme Titan est utilisé dans le langage courant de la fin du 19e siècle, et dans quelle mesure il l'est pour être associé à quelque chose de contextuellement d'ordre maritime. Le simple fait que le Titanic s'appelle le Titanic prouve que le terme Titan exprime un imaginaire. Et quand on connaît les caractéristiques du navire, on a vite fait de comprendre pourquoi on a utilisé ce terme en particulier. La grandeur, le mythe, la mythologie, la force, la puissance, l'invincibilité, c'était ça le message. Même principe pour le Titan, en somme, appelé Titan par Robertson, car même lui devait se dire que Titanic, étant un mot inventé dérivé de Titan, était soit trop intraduisible pour être vraisemblable, soit trop connoté White Star Line. La question était quand même de signifier une grandeur par l'architecture de son navire imaginaire. Pourquoi pas le colossal, le giant, le Hercule, ou que sais-je encore. Est-ce que Titan, ça sonne mieux ? C'est au moins ce qu'a dû se dire la White Star Line pour se dire qu'on va le nommer le Titanic, du coup. Et en ce sens, à défaut d'une explication plus pragmatique, je dirais coïncidence.
Puis il y a la part qui me paraît inexplicable. C'est la somme des probabilités et des coïncidences. Ce qui rend cette histoire fascinante, ce n'est pas tant qu'un type connaisseur du milieu maritime écrive une romance palote sur fond de naufrage provoqué par un iceberg, que le fait du nombre de probabilités qui convergent à peu près harmonieusement avec les faits. Titanic, Titan, tout seul, coïncidence, zéro intérêt. Titanic, Titan plus naufrage en avril, plus proportions et caractéristiques similaires, plus etc. etc. Bon, je veux bien entendre que ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Mais je vais vous dire, même ça encore, c'est du domaine du raisonnable. Ce que je n'arrive pas à expliquer, c'est ça. Page 19. Je vais vous le lire. Si 9 de ces compartiments s'étaient trouvés inondés, le navire aurait pourtant continué à flotter. Et comme aucun accident maritime ne pouvait selon toute vraisemblance aboutir à un tel désastre, ce qui est un raisonnement très vrai et très compréhensible à cette époque, le Titan était considéré comme un paquebot pratiquement insubmersible. Écrit en 1898. En 1911, le Shipbuilder Magazine publie une édition spéciale sur les classes olympiques. At any time, when it may be considered advisable, the captain can, by simply moving an electric switch, instantly close the doors throughout and make the vessel practically unsinkable. En 1911, ça. 13 ans plus tard. Ce qui est étonnant n'est pas tant le pratiquement insubmersible, entre guillemets, que son usage dans une phrase pour décrire le système des compartiments étanches dans les deux cas. Dans The Night Lives On, la suite The Night to Remember, Walter Lord dit que cette expression est utilisée aussi dans des articles de The Irish News et The Belfast Morning News de la même époque pour décrire la même chose. Une fois, c'est une occurrence. 2 fois, une coïncidence. 3 fois, une récurrence. Ok, si il y a récurrence dans l'usage d'un qualificatif, ici pratiquement insubmersible, c'est que le terme existe bien et est dit avec une certaine récurrence donc pour qualifier le Titanic et cette histoire de compartiment étanche. Mais si cela est significatif qu'au seul Titanic, alors quand Robertson le prononce en 1898, c'est cringe. Car là, il prédit un propos exact, précis, que d'autres utiliseront dans les mêmes circonstances, tout aussi précisément que lui, 15 ans plus tard. Ce qui est plus étonnant que les hypothèses empiriques d'une industrie en mutation permanente, ou une préoccupation constante des mêmes risques sur une longue période. Ceci additionné au reste, bien sûr. Bah oui, parce que là, on parle d'un propos qui est marqué ponctuellement. C'est dit pile en 1898 et ça n'a de valeur qu'en 1898, même si c'est encadré de choses qui sont bien plus explicables et nuancées parce que l'auteur et le contexte, etc. Ce propos, lui, il tombe là comme une description spontanée. Il ne peut pas être reproductible avec la même précision à moins d'être volontairement copié tel quel en connaissance. Si on reste pragmatique, la question à se poser, c'est dans quelle mesure l'expression pratiquement insubmersible pouvait être employé par les professionnels et la presse spécialisée pour qualifier l'efficacité d'un paquebot par l'usage d'un certain type de cloisons étanches entre 1895 et 1915 pour ratisser large. Tout le monde s'en fout. Bah oui, tout le monde s'en fout, mais la réponse pourrait permettre de dire qu'en fait, Robertson et la presse, 15 ans plus tard, n'ont fait que exprimer un propos dont l'usage était courant, et donc moins temporalisé et moins étonnant du coup, comme le laisse suggérer le premier constat. Le souci, c'est justement que tout le monde s'en fout, et que c'est beaucoup plus simple d'imaginer qu'il y a une prémonition extraordinaire, puis entre nous, ça colle bien avec le fantasme autour du Titanic, ça laisse rêveur. Interrogé après le naufrage, Robertson lui-même nia tout don de clairvoyance, répondant sobrement « Je sais de quoi j'écris, c'est tout ». Les prémonitions sont en réalité plus importantes pour elles-mêmes que pour ce qu'elles disent du fait auquel elles s'appuient. Il existe autant de vérités qu'il n'y a d'êtres pour les défendre, les décrire ou les relayer. Ces vérités s'agglomèrent sur le fait pour en extraire une interprétation, une croyance, un profit, une façon d'appréhender la brutalité du réel, l'affronter, l'arrondir, l'expliquer. Si on dit qu'un bouquin avait pensé le naufrage du Titanic 15 ans avant, alors cela révèle une inéluctabilité aux événements, et donc une façon de se décharger d'une responsabilité face au vrai. C'est le destin, c'était tracé, on n'y pouvait rien.
Nous devenons ainsi les spectateurs et non les acteurs de notre histoire et de l'histoire avec un grand H. Ça va bien avec notre génération, ça. La croyance, les fuites en avant, la bêtise, l'ignorance, la volonté de faire rentrer la logique du monde dans son propre réceptacle interne individuel, le profit, la manipulation, l'assujettissement, à toutes les échelles, dans tout type d'environnement, à n'importe quels âges. Le Titanic a sombré dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Le moment est temporalisé, exclusif, non répercutable, non transmissible. Une seconde avant, il est ici, une seconde après, c'est déjà fini. Pourtant, aussitôt la poupe sous la surface de l'océan, le Titanic a débuté un second naufrage, figuratif, mythologique. Et contrairement au premier, l'épave, elle, n'a toujours pas heurté le fond de l'océan. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer dans la suite de cette étude. Alors attendez, les gars là devant, c'est normal qu'il n'y ait plus de courant là dans votre... Il y a une petite lumière qui vient de s'allumer, bon c'est un peu flippant votre truc. Dites-moi les gars, c'est quoi? C'est panne de carburant? C'est Poutine? Comment ça se passe? Non parce que je veux dire, il y a que moi que ça inquiète qu'on soit tombé en panne à moins 3000 mètres de profondeur. Comment on fait des lives avec le capitaine par moins 3000 mètres de profondeur? Il n'y a pas un chiotte ici? I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder